Pensam Radio. Pour ce nouveau numéro de Pensam, nous avons prêté notre micro à Patrick Chemla, psychiatre, psychanalyste, directeur du centre Antonin Artaud de Reims, engagé depuis presque 40 ans dans la psychothérapie institutionnelle. Cet entretien est une traversée d'expériences collectives, depuis les premiers groupements dans la mouvance de mai 68 pour abattre l'asile, jusqu'au contexte actuel. Se posent alors les questions du départ et de la transmission pour celui qui a connu les limites des expériences et des discours plaqués. Partis depuis la Belgique et le nord de la France, au lendemain du premier tour des élections présidentielles, Paul et Thomas se sont rendus dans ce lieu d'accueil de la folie, rue Taïran, au cœur de la ville, dont les bruits sont par moments captés par notre micro. Dans ce qui semble être une habitude, c'est la porte ouverte qu'il nous reçoit. Dans son bureau, où pour l'imaginaire, un divan usé côtoie le portrait de Freud, mais aussi celui d'Arthur Rimbaud, et un bric-à-brac d'objets, dont des visages en terre cuite aux yeux qui regardent de travers. Cet entretien ininterrompu est une association libre d'idées, divisée par la suite en 3 épisodes. Dans le premier, nous reviendrons sur les premières années de son engagement, avec en mirage l'expérience italienne, et ce jusqu'à la riche rencontre avec Jacques Dujoncois, son maître à penser en psychiatrie. Puis la vie quotidienne avec les patients, le café croissant en guise de signifiant, la création du club par nécessité avant la découverte des écrits théoriques, et l'analyse avec Jacques Assoun comme base de ce travail. Patrick Chemla, je suis psychiatre et psychanalyste et je suis engagé depuis 1975 dans la psychiatrie et depuis, je dirais, les années 80 dans la psychothérapie institutionnelle. Alors, au départ, quand je démarre la psychiatrie en 1975, je suis dans une optique, on va dire post-68, c'est-à-dire qu'après 68, il y a un grand nombre de regroupements qui se font autour de l'antipsychiatrie. Et donc je fais partie d'un de ces regroupements, qui s'appelle Garde-Fou, qui est un regroupement créé par des psychanalystes. J'y trouverai d'ailleurs mon analyste, Jacques Assoun. C'est-à-dire, au fond, il y a déjà quand même d'entrée de jeu, avec Garde-Fou et ces regroupements-là, l'idée d'intriquer. Il n'y a pas l'idée de psychothérapie institutionnelle. Il y a l'idée d'intriquer la psychanalyse et le politique. Ça, c'est très important pour moi à l'époque. C'est-à-dire que mai 68, puis ensuite, donc la période qui vient juste après, les comités Chili, où je m'engage très fortement, où je m'engage à la Ligue communiste, et où dans la Ligue communiste, de détruire l'asile, de détruire l'hôpital psychiatrique, et d'imaginer des alternatives. C'est aussi flou que ça, avec le mirage de l'Italie, à l'époque. Donc je suis lecteur de Basaglia, effectivement à l'époque, L'Institution en négation et les autres livres de Basaglia. Et donc le fait qu'en Italie, il y a ce qu'on entend, ce qu'on voit avec le film de Bellocchio, Foi délié, l'idée qu'on peut détruire l'hôpital psychiatrique, travailler à l'extérieur et que c'est formidable. Bon, alors ça va m'amener à me rendre à 2 reprises en Italie, une fois pour la fête qui ferme l'hôpital psychiatrique de Trieste et qui voit la consécration de la loi dite 180, donc 178. C'est une loi qui donc prévoit la fermeture des hôpitaux psychiatriques italiens. Et à l'époque, je crois que c'est une bonne chose. Et j'en suis revenu. Et puis j'y vais une deuxième fois, donc 2 années plus tard, à Parme, là où a été tourné le film Foi délié par Bellocchio, et où on est accueilli dans une fête du Parti communiste italien qui se fait dans une ferme coopérative et où il y a, soi-disant, une sorte de rédemption par le travail resocialisant. Bon. Et donc j'assiste à ces médusés, donc c'est là que, d'une certaine manière, il y a les voiles qui tombent d'une certaine manière pour moi à ce moment-là, dans les 2 voyages que je fais. Premier voyage à Trieste, où je constate que contrairement à ce qui est raconté par Basaglia
et par les gens de Psychiatria Democratica, le mouvement italien. Tous les pavillons de l'hôpital ne sont pas fermés, ils ont été rebaptisés. Certes, il y a des débats politiques, artistiques et autres, un festival de cinéma dans la ville, ça circule, l'hôpital est complètement ouvert, mais en même temps, il y a des pavillons qui sont allumés, et quand je demande ce qu'il y a dans ces pavillons, on m'explique que ce ne sont plus des malades, ce sont des hôtes. Donc ils ne sont plus hospitalisés, alors c'est l'hospitalité, on peut dire, mais effectivement, on leur apporte leurs médicaments, on leur apporte à manger, et de fait, ils sont toujours hospitalisés, mais voilà. Donc il y a quelque chose qui déjà cloche un peu pour moi. Je vais visiter un centre de jour, celui de Barcola, à Trieste, sympathique d'ailleurs. Alors je vois l'originalité de ces centres de jour, qui, je ne sais pas si d'ailleurs c'est toujours aussi vivant, mais où il y a un accueil qui se fait la journée, des lits qui peuvent s'ouvrir la nuit s'il y a besoin, et on sent des équipes très engagées, quoi. Ça, par contre, l'engagement des équipes, on le sent. C'est-à-dire, on sent qu'il est déjà, il voit plus de patients, hein. Il fait de la politique, mais il n'est plus thérapeute. Est-ce qu'il l'a été? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne fait pas de la thérapeutique. Et il est dans un rapport de fraternité avec les patients psychotiques, qui viennent le voir, le prendre dans les bras. Bon. Il y a ce rapport très chaleureux aux patients qui est la caractéristique quand même du mouvement. Et puis, à Parme, alors là, j'assiste en même temps au congrès de Psychiatria Democratica, et où je vois que c'est du blablabla. C'est-à-dire que les psychiatres discutent marxisme, machin, sur un discours de marxisant qu'ils parlent la plupart du temps français, ou alors on comprend facilement l'italien. Mais à chaque fois qu'on leur pose des questions sur comment vous faites avec les patients, ils répondent par une espèce de discours idéologique plaqué. Et il y a des journalistes, il y a un journaliste, je me rappelle très bien, de l'UNITA, un journaliste communiste, qui nous dit, mais enfin quand même, vous êtes français, vous avez des gens comme Lyotard, vous avez des grands intellectuels en France, et vous vous intéressez à un discours simplé et faux. Vous voyez pas quand même que vous avez une réalité qui est complètement escamotée. Et donc on regarde la réalité, donc on est une ferme coopérative, effectivement, il n'y a pas un seul malade qui travaille, ou très peu, c'est essentiellement des jeunes militants communistes et des objecteurs de conscience qui viennent faire les travaux des champs. Il y a des concours, et les malades font des concours de pétanque, de vélo, ils sont aussi pragmatiques que les malades français, quoi, donc ils n'ont pas envie de bosser. Par contre, Tomasini, le maire de la ville, qui est un ancien ouvrier du gaz, militant communiste, joue le rôle de médecin-chef. C'est lui qui est le support du transfert institutionnel. Voilà, donc les malades viennent s'adresser à lui. Ils ne s'adressent pas aux psychiatres. Donc je lui explique que les psychiatres sont tout le discours à l'époque, des experts, un peu le discours un peu maoïsant, experts, on s'en sert, mais ce qui compte c'est la politique. Donc il y aurait une approche politique et directe de la maladie mentale. Ils nous font visiter des appartements thérapeutiques. Donc en tant que maire communiste, il a donné 100 appartements thérapeutiques d'un coup à l'équipe, aux équipes de Psychiatria Democratica. Et on a des appartements témoins, donc on a vraiment l'impression d'une visite d'Europe de l'Est à l'époque. On fait voir le communisme réel, c'est-à-dire qu'il y a l'appartement témoin, les patients sont tous devant leur poste de télévision. Voilà, donc on a vraiment... C'est là quand même que je réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que toutes les questions finalement d'ordre, parce qu'on est en 80, j'ai commencé à travailler depuis 5 ans, on a démarré en 80 l'expérience rémoise. On est en prise avec des difficultés cliniques majeures, avec des patients qui sont sortis de longs internements de l'hôpital. On se rend compte que la liberté en soi n'est pas thérapeutique. Plusieurs se portent mal, il y en a même un qui s'est suicidé, un patient auquel je tenais beaucoup. Et par rapport à ces questions-là, nous n'avons aucune réponse. Pas en termes de réponse, je dirais, de ce qu'il faudrait faire, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc... ça donne une douche froide, et ça, après le retour de Parme, ma croyance, qui était déjà commencée à fanziller dans l'idéologie de Basaglia, en prend un coup. Alors c'est vrai que j'étais en analyse depuis 1975, donc ça compte aussi. C'est-à-dire qu'en 1975, j'arrive avec l'idéologie garde-fou, l'idée d'autogestion, le militantisme que je pratiquais encore à la Ligue communiste,
pendant plusieurs années encore. Et au fond, je démarre des expériences dans les unités où je suis interne, des expériences d'autogestion avec les patients des unités, dans un moment où il y a très peu de psychiatres, c'est un peu comme maintenant, hein, très peu de psychiatres, pas de psychologues ou très peu, et des gens qui foutent rien. Donc la médecin-chef est toute contente de nous laisser travailler. Elle est dans son bureau, elle voit de temps en temps un patient. C'est un peu le Far West, donc on saute un pavillon qui doit être détruit un an plus tard, donc on a carte blanche. Au bout d'un moment, je me rends compte que les autres internes sont partis, donc je continue seul. Une expérience d'autogouvernement avec réunion quotidienne en assemblée générale avec les patients. Et ça marche du tonnerre de Dieu avec les patients, c'est-à-dire qu'ils décident de repeindre l'unité, ils font des fresques sur les murs, donc les alcoolos font des tables avec des bouteilles de vin, les psychotiques, des grilles auxquelles ils sont accrochés. C'est très très vivant. Et alors, au début, les internes, les co-internes, on était 3 internes par service à l'époque. Les co-internes me lâchent, et puis au bout d'un moment, les infirmiers aussi. Donc il ne reste plus qu'une infirmière catho qui reste avec moi, qui est une militante CFDT, et tous les autres disparaissent. Ils mettent en avant les problèmes d'organisation du travail, qui ne peuvent pas, etc. Et il y a même un co-interne qui décide de leur faire un planning pour leur permettre de venir aux réunions. Il fait le planning, et à ce moment-là, tous les infirmiers vont le dénoncer à la cadre sup, à la hiérarchie, en disant qu'il se mêle de ce qui ne lui regarde pas. Parce qu'il y a quand même une leçon majeure. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qui est mis en avant comme une impossibilité à l'époque, et qui est toujours mis en avant aujourd'hui, c'est-à-dire manque de moyens, le chef qui empêche, dès qu'on essaie de créer les conditions pour que ça puisse se faire dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, à ce moment-là, les résistances se dévoilent. Elles sont violentes. C'est-à-dire que le collègue se fait dénoncer. Voilà, il n'a pas plus d'ennuis que ça. À l'époque, on n'a jamais eu beaucoup d'ennuis, en fin de compte, quand on se faisait des pratiques, on va dire, subversives. Enfin, là où j'étais, il y a des copains qui ont été renvoyés, mais là où j'étais, franchement, le problème, c'était surtout qu'on était très peu. Alors, donc j'ai continué ça pendant 2-3 ans quand même, hein, où ça marchait quand même plutôt très bien, et où j'apprends quand même le travail avec les patients, mais je l'apprends tout seul. C'est-à-dire, j'ai d'un côté mon analyse, de l'autre côté j'ai les discours psychiatriques de type, à l'époque c'est pas le DSM, c'est le discours du Henriet, donc j'apprends le CES de psychiatrie, les études de psychiatrie, les études qui devaient se faire en 4 ans, je les fais en 2 ans, parce que c'est vraiment, comment dire, très court, très creux. J'apprends la sémiologie, comment on classe les maladies mentales, et puis le reste du temps, je décide d'aller à Paris pour me former, parce que à l'époque, les séminaires de psychanalyse à Reims étaient vraiment... Donc je vais à Paris dans plusieurs groupes, je circule, je vais dans 2-3 groupes. À un moment donné, je vais demander à mon analyste où il est. Je vais aller au cercle freudien, qui est une institution qu'il a co-créée avec 5 autres analystes qui sont des transfuges de l'école freudienne. Bon, le cercle freudien se définit sur le modèle du surréalisme et du cadavre exquis comme mode de lien, de liaison entre les analystes, c'est-à-dire comment on enchaîne de l'un à l'autre. Voilà. C'est une autre manière de définir l'association libre freudienne. Et ça se tient dans une galerie de peinture, donc il y a tout un rapport avec les œuvres, la création qui me plaît bien. Donc ça va être ma formation, hein, ça. Et je vais apprendre quand même beaucoup de choses, puisqu'il y a à la fois des gens qui transmettent l'enseignement de Winnicott, comme Jean-Pierre Lehmann, qui pour moi était un enseignant, enfin pas un enseignant, quelqu'un qui m'a transmis plutôt. Il y a des gens qui sont des disciples de Bion, il y a des lacaniens, bien sûr. Tout le monde est plus ou moins disciple de Lacan, mais plus ou moins critique. Et des gens, et en tout cas, cherchent une pensée personnelle. Ça, j'y suis très sensible. Et j'amène dans ce groupe-là, j'apporte mon expérience qui démarre dans ce qui n'est pas encore le centre Artaud. Et le centre Artaud n'ouvre qu'en 85. Donc de 80 à 85, je vais être en formation, tout en travaillant avec les patients sur le tas, hein, comme ça à Reims. Alors, comment ça se passe cette première période ? Je pars de l'idée qu'au fond, puisque tout est bloqué à l'époque, hein, en psychiatrie, tout est toujours bloqué. Donc il y a des résistances à l'époque qui me paraissent énormes, alors qu'aujourd'hui, ça paraît de la rigolade.
a posteriori, il y a un refus de l'ambulatoire, de l'extra-hospitalier, et surtout d'une pratique où les patients seraient acteurs de leur vie, quoi. Bon. Donc par rapport à ça, on va démarrer sur l'idée de projets qui ne demanderaient pas d'argent. Donc l'idée de se passer d'autorisation. Et à l'époque, il n'y a pas la haute autorité de santé, il n'y a pas tous les référentiels. Donc on ouvre des appartements thérapeutiques, autofinancés par les pensions des patients. Et le médecin-chef de l'époque est un type plutôt libéral. Moi, je suis interne. À cette époque-là, je ne suis pas médecin-chef. Ce qui est important à noter, parce que pendant tout un temps de cette expérience, j'ai été interne, puis assistant, et c'est seulement dans les années 90 que je vais être médecin-chef. Donc il n'y a pas besoin de commencer à travailler, il n'y a pas besoin d'être médecin-chef pour commencer. Donc c'est quand même une leçon importante aussi. Donc des illusions par rapport à l'expérience italienne, importance quand même de l'enseignement analytique en tant que formation à l'inconscient. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et puis, à la fois, donc, du côté donc, fondation d'une première petite équipe avec des copains, des gens de la même tranche d'âge que moi. Donc, à l'époque, je suis jeune. J'ai entre 25 et 30 ans. Et les gens, il y a 3 copains infirmiers qui viennent travailler, psychiatres, assistantes sociales. On est dans une orientation, on va dire, ouverte de la psychiatrie. Il n'y a pas d'orientation très précise. Finalement, non, il y a très peu de monde en analyse à l'époque. Pendant longtemps, je serais le seul en analyse dans la bande. Puis petit à petit, mais ça a mis du temps à ce que les gens soient réellement en analyse. Ça constitue un discours entre nous, mais pour certains, c'est un discours sûrement plaqué, puisqu'ils n'ont pas fait une analyse eux-mêmes. Ça, c'est un gros problème. Un gros problème, je sais qu'à un moment donné, ça a été formulé ici d'ailleurs par Jacques Assoun, qui était venu pour une conférence, et qui a carrément posé la question, qui est une question vraiment fondamentale, est-ce qu'il n'y en a pas un qui se mettrait par hasard en analyse pour tout le groupe? Et ça, c'est le problème de s'offrir en sacrifice, ou d'être... C'est encore autre chose que de se prétendre l'analyste du groupe, c'est-à-dire que ça délesterait chaque individu de la nécessité de faire une analyse personnelle, et de faire premièrement, et deuxièmement, de faire une analyse institutionnelle du travail tel qu'il se produit. Et que sans cesse, il faut reprendre l'analyse institutionnelle. Si on est tout seul à tenir cette position, c'est compliqué. Ce que je découvre à l'époque, en 80, c'est que les quelques personnes, dès qu'on démarre le travail avec les patients, sans savoir que Toscaïès donc avait inventé le club thérapeutique bien longtemps avant, je réinvente le club thérapeutique avec les nécessités, sous l'emprise des nécessités. Je me dis au fond, on ne peut pas continuer simplement à additionner des consultations avec des patients. On a un petit local qui est un F6, on a des appartements thérapeutiques, et j'ai l'idée de me faire prêter un local par le centre social à côté pour y tenir un travail de club thérapeutique. Alors, d'où vient que ça s'appelle club? Je crois qu'à l'époque, il y a la sortie du livre de Colmin, L'aventure du quartier né. Colmin étant quelqu'un qui a fait sa formation avec Toscaïès et qui est médecin-chef à Angers juste avant, c'est bien avant de Lyon, quoi. Et Colmin écrit L'aventure du quartier né, qui est une des premières expériences de club thérapeutique dans l'ambulatoire. C'est publié par les CMEA. Finalement, ça donne cette idée. Et moi, je ne savais pas que Colmin se référait à l'expérience de Toscaïès en 1943, où il crée le premier club thérapeutique. Je ne l'ai découvert qu'en 1986, en rencontrant Toscaïès, donc des années plus tard. Toujours est-il, quand on démarre dans le centre social, les patients viennent d'entrée de jeu très nombreux. Dès la première réunion, il y a 20 patients. À la deuxième, 30, 40, enfin voilà. Là, encore une fois, comme pour l'histoire du pavillon autogéré dans l'HP, je me retrouve seul au bout de 2 réunions, quoi. Donc on fait croissants, machin, café croissant dans un petit centre social tous les jeudis ou les vendredis. Et les autres collègues se barrent. Les internes considèrent que c'est pas du soin médical. Les infirmiers, pareil. Les psychos, que c'est pas de la psychothérapie. Donc, je continue. Et petit à petit, il y a 2-3 personnes extérieures
c'est-à-dire assistante sociale, éducatrice, une éducatrice qui arrive, qui va s'engager énormément dans le boulot, qui vont créer le travail avec moi. Et petit à petit, ça a mis un certain temps à ce que les infirmiers et surtout les médecins se réapproprient l'idée de club thérapeutique. Ça reste toujours une idée problématique, c'est-à-dire une idée où on partage le pouvoir avec les patients, où on est sur un pied d'égalité et où on crée ensemble des éléments de vie quotidienne. Bon, ça, c'est le nœud de l'affaire. Et à l'époque, je suis bien en peine de le théoriser, puisque la psychanalyse lacanienne ne parle que de signifiants. Or, me voilà en train d'échanger des cafés, des croissants, du couscous. Je le fais en fonction de mon origine culturelle et d'une hospitalité judéo-arabe, mais là-dedans, que vient faire la théorie de Lacan, hein. Et puis je découvre que des patients, pendant le temps du club, abandonnent leur délire, le laissent au vestiaire en quelque sorte, le reprennent en sortant aussi, hein. Et ça, c'est l'effet magique du club thérapeutique, comme de tout espace, on va dire transférentiel, où il y a de l'engagement transférentiel de ceux qui tiennent le lieu, quoi. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des effets très importants sur l'imaginaire délirant. Bon, alors ça non plus, c'est pareil, je ne l'avais pas appris du tout dans les séminaires de psychanalyse. Ensuite, pendant tout ce temps-là, je fais des entretiens avec des patients, entretiens comme je peux, et j'imagine pas du tout à l'époque qu'il puisse y avoir de psychothérapie, ni de psychanalyse, des psychoses. À l'époque, c'est toujours considéré comme contre-indiqué chez les psychotiques. Pour Freud, c'était encore une contre-indication, et pour les lacaniens de l'époque, ça l'était encore. Donc j'ai peu de culture extra-lacanienne, donc je ne connais pas tout le boulot des anglo-saxons à l'époque. Je lis Winnicott, mais je le lis mal. Je vois le côté un petit peu gentil de Winnicott, et je ne vois pas la clinique qui est derrière. Donc je montre des patients. Alors donc, je vous disais tout à l'heure, c'est que mon premier pré-expérience, c'est qu'un des patients que j'avais pris en charge à l'hôpital et dont je ne savais pas qu'il était en thérapie avec moi. Voilà, je l'avais amené avec moi et les patients en fait m'ont suivi tout bêtement, mais je ne savais pas qu'ils me suivaient transférentiellement. Ils sont venus en appartement thérapeutique parce que je désirais ça pour eux. Moi je pensais les libérer des chaînes asilaires, mais eux en fait ils suivaient leur thérapeute, quoi. Donc ils viennent en appartement, il y a un, puis deux, puis trois appartements. Et un de mes patients que je tenais beaucoup prend un chien. Ça m'a beaucoup marqué cette affaire-là. Il l'appelle Samy, on entend Ami dans le nom du chien. Et puis il le laisse à un autre patient. Et il retourne à Châlons, le lieu de l'hôpital psychiatrique. Il va sur la plus haute tour de Châlons et il se jette. Bon, et il meurt évidemment. Donc ça c'est une grosse claque. Une claque qui m'apprend quand même que j'ai raté quelque chose, je n'ai pas entendu. C'était trop dur pour lui de quitter l'hôpital psychiatrique, qui était dans un pavillon de chronique, c'était un jeune homme, mais mis déjà en pavillon de chronique parce que, de leurs 35 ans, parce que considéré comme incurable, quoi. Donc c'est dur à avaler, hein. Et puis, deuxième expérience, il y en a un autre qui se prend pour le descendant de Himmler. À l'époque, il y a encore le mur à Berlin. Il arrive à traverser le mur à 2 ou 3 reprises pour aller chercher son papa. Et donc, je vois quand même que les délires qui étaient complètement enfouis dans l'hôpital et dans le carcan asilaire, une fois qu'on enlève le carcan, le délire reprend comme au premier jour. Ça, c'est une leçon. Voilà, donc la question est qu'est-ce qu'on fait avec un délire qui reprend ? Et je ne sais pas faire. Donc j'accueille ça comme je peux. Je leur dis mais non, il ne faut pas partir à Berlin-Est. N'empêche que le lendemain, il est parti à la première heure et tout. Et il est Pierrot Himmler et c'est comme ça, quoi. Donc, voilà, il y a les résistances des patients par rapport à mon désir, alors que je veux tout leur bien. Et on se dépense sans compter, jour après jour, pour faire des réunions, aller dans les appartements. Donc je vais dans des appartements avec des infirmiers, il y a des infirmiers qui viennent le week-end, faire des crêpes, tout ça. On n'arrête pas de les nourrir, en fin de compte, de notre amour et de notre bienveillance, et plus on les remplit, plus la demande s'enfle, hein, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de demander des nouveaux trucs.
J'ai appelé ça la position du Père Noël, quoi, grosso modo. C'est-à-dire on est tout le temps en train de faire des cadeaux, dans l'oralité, dans l'oblativité, et finalement, ça, c'est un puits sans fond, et ça n'empêche pas du tout la recrudescence du délire, quoi. Et à un moment donné, il y a un patient, je l'ai nommé dans un texte dont je connais son nom, Jacques Dujoncois, qui a été vraiment mon maître en psychiatrie. C'était j'ai un vieux schizo, mais il est mort plus jeune que mon âge d'aujourd'hui. Ce type-là était resté 25 ans de sa vie à l'hôpital psychiatrique, très intelligent, très sensible, et donc je le reçois en entretien et il me réclame son paradis perdu, l'hôpital psychiatrique. Et moi je dis, mais attendez, vous déconnez, l'hôpital psychiatrique a un paradis perdu, c'est pas possible. Donc j'essaie de lui expliquer que voilà, le côté explicatif, hein, qui est absurde. Et je lui explique que non, c'est pas bon l'hôpital psychiatrique, la liberté c'est beaucoup mieux que l'enfermement. Et plus ça va, plus il va mal. Et au bout de 3-4 fois, j'avais quand même eu le suicide d'un de mes patients, l'autre qui était parti à Bernès, donc je commence à faire un peu moins de mariole. Et je sors mon bloc d'ordonnance et je lui fais un prière d'admettre à l'hôpital psychiatrique. Et là, le type sort son sac en plastique, comme ont beaucoup de patients schizophrènes où ils mettent l'essentiel de ce qu'il y a sur leur identité, quoi, et de leur point de rassemblement, et il sort son carnet de chèques et il me fait un chèque d'1 million de dollars. Enfin, c'est une histoire que j'ai répétée plusieurs fois, mais qui, je pense, est quand même assez emblématique. C'est-à-dire qu'il me paye 1 million de dollars le fait d'avoir entendu qu'il avait besoin de l'hôpital. Donc j'encaisse le chèque, bien sûr, plein pot mentalement. Hein. Il paye très cher sa séance. C'est-à-dire que j'apprends quand même aussi qu'il me paye sa séance. Cher. Hein, il tient à l'hôpital, mais aussi j'apprends qu'il est en thérapie avec moi. Et que je suis son thérapeute. Chose que je ne voulais pas, que je déniais. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait de thérapie des psychoses. Et que j'en ai. Et que j'étais depuis en analyse depuis 5 ans, je ne pensais pas du tout. Et mon analyste ne connaissait rien à la psychose, il le revendiquait lui comme tel. Donc j'étais bien embarrassé, parce que là je vais dans des groupes, on travaille sur la psychose, mais à l'époque à Louche, à l'école lacanienne, on travaillait beaucoup. Ça ne m'apprend pas grand-chose, parce que finalement, ce n'est pas les mêmes psychotiques quand même qui sont en charge en cabinet. C'est beaucoup plus tard que je rencontrerai, comme Françoise Davoine, qui m'ont beaucoup appris. Alors, il y a ce patient-là, donc Jacques Dujoncois, qui va retourner plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. Du coup, je fais un travail de va-et-vient aussi avec lui. Hein. Je me rends compte qu'il y a un travail à faire aussi à l'hôpital. Et ça met à peu près 1 an. Hein. Au bout de 1 an, je me rends compte que, d'accord, j'ai ouvert un club dans l'extra, mais il faut absolument faire le même boulot dans l'intra. Parce que si je ne le fais pas, je rate quelque chose, qui est cette nécessité pour les patients de retourner à l'hôpital. Donc au bout d'1 an, je tente d'ouvrir un club à l'hôpital psychiatrique. Et alors là, ça a mis 10 ans. Ça a mis 10 ans parce qu'il y avait des résistances forcenées à l'idée de se mettre sur un pied d'égalité avec les patients, d'ouvrir un espace autogéré avec eux, de créer la vie quotidienne avec les patients. Ça a mis 10 ans. Voilà. Donc avec des réunions de travail avec les infirmiers, je ne voulais pas forcer les choses. Bon, c'était d'ailleurs des infirmiers qui étaient plutôt bienveillants. Il y avait une opposition qui était cristallisée à l'époque par malheureusement la CGT, qui, selon les hôpitaux, c'est tel ou tel syndicat. À l'époque, c'était la CGT qui était qui cristallisait les résistances au changement. Bon, mais malgré tout, donc ça n'empêche pas le séminaire qui se tient dans l'hôpital, qui se tient même à l'extérieur de l'hôpital. L'équipe de l'ambulatoire vient tenir le service qui était à Châlons pour que l'équipe entière se détache. Et malgré tout, c'est quand même dur. Au bout de 10 ans, ça démarre. Toute l'équipe est d'accord pour démarrer un club thérapeutique dans l'hôpital, sauf une personne. L'unanimité -1. Alors donc j'ai dit, écoutez, l'unanimité -1, c'est pas mal quand même. On y est presque arrivé, on va démarrer. Et puis le -1, celui qui veut pas, je dis, écoute, tant pis, tu feras pas partie du club, tu travailles.
Et dès le lendemain, dès le lendemain, il n'a pas supporté d'être à l'extérieur. Donc il y a quelque chose qui a été un acte fondateur pour lui. Il était ancien coiffeur. Et donc il y a une vieille mélancolique qui lui demande de la coiffer. Il la coiffe et elle lui file une pièce pour un remerciement de la coiffure. Et il est très gêné avec cet argent, donc il est en réunion, qu'est-ce que je fais de l'argent? J'ai dit, tu le mets dans la caisse du club. Il dit, mais moi je suis pas d'accord avec le club. J'ai dit, écoute, voilà, il était bien embarrassé avec cet argent, bien que tu en fasses quelque chose quand même maintenant. Et donc ça a été je ne sais plus, c'était une toute petite somme, le point de départ. Alors ensuite, depuis cette époque, le club continue dans l'intra, avec beaucoup de hauts et de bas, mais ça tient vraiment à des conjonctions de personnes. Il y a eu une période difficile au début, puis une période géniale, qui a duré 10 ans, avec une cadre infirmière, une femme, aucune formation, on va dire, à la psychanalyse, que ce soit, elle venait elle a fait venir toutes ses copines dans le service, sur le mode c'est là que ça se passe, quoi. Et donc elles se sont déployées avec beaucoup d'humanité avec les patients et beaucoup de confiance. Alors c'est là que joue la question du transfert institutionnel, où je pense qu'on a cette confiance, déjà la question de la confiance. Elles m'ont fait confiance. J'étais pas médecin-chef encore. Il y a eu un moment de passage où je le suis devenu, parce que mon médecin-chef en fait est tombé gravement malade. C'est comme ça que je me suis retrouvé à devoir faire un choix, qui n'était pas mon choix de départ. Je comptais m'installer comme psychanalyste à mi-temps et faire un travail politique dans l'institution à mi-temps. Voilà. Et du coup, j'ai dû faire un choix. Et d'une certaine manière, prendre la décision d'accepter la chefferie de service, de la demander même, pour continuer le travail qui était engagé, quoi. Et je me rendais déjà compte à l'époque, une époque où quand même on n'était pas dans les années 86-90, c'était seulement le début de la destruction des psychiatries. Malgré tout, je sentais que c'était pas si évident. Parce que même avec tous les internes en psychiatrie qui étaient en analyse, je voyais bien qu'il n'y en avait aucun qui démarrait du travail. Ça posait quand même problème, parce qu'à l'époque, c'était la mode, la psychanalyse.